Brouille diplomatique Mali-France et dialogue de sourds, nous reviendrons sur les propos tenus par le président français ce mardi 5 octobre à la radio France Inter. Sommet Afrique-France Montpellier accueille un sommet Afrique-France pas comme les autres. Il se déroule dans une condition particulière en l'absence des chefs d'État. Toujours dans le cadre du nouveau sommet France-Afrique, nous allons être en direct avec notre envoyé spécial Mohamed Ater Alidou depuis Paris. C'est un plaisir de vous retrouver sur Djoliba TV News. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Sans la France au Sahel, il n'y aurait plus de gouvernement au Mali. Ces propos sont du président français Emmanuel Macron, propos tenus lors d'un entretien accordé ce mardi 5 octobre à la radio France Inter. Aïssata Traoré revient sur les contours de ces propos. De toute évidence, la pilule du discours du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga à la tribune de l'ONU le 25 septembre dernier ne passe pas à l'Élysée. Après les sorties sulfureuses du ministre des Armées et celui des Affaires étrangères français à la suite de ce discours, c'est le président Macron qui vient en rajouter avec des propos jugés inamicaux et désobligeants par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. On se rappelle que le président Emmanuel Macron avait aussi qualifié le jeudi dernier de honte les accusations d'abandon du Mali par la France portées par le premier ministre de la transition malienne à la tribune de l'ONU. En réaction à ces propos regrettables qui sont de nature à nuire au développement des relations amicales entre nations, le ministre Diop a convoqué l'ambassadeur de la France au Mali pour lui signifier, je cite, « l'indignation et la désapprobation du gouvernement du Mali ». Fin de citation. Dans un contexte déjà tendu avec l'ancienne colonie, Abdoulaye Diop a invité les autorités françaises à la retenue et à se concentrer sur l'essentiel, notamment la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Lors de cette interview sur France Inter, le président français avait appelé à ce que l'État revienne au Mali avec sa justice, son éducation, sa police. C'est là dans une disposition de forte tension avec ce pays du Sahel où la France est en train de réduire son dispositif militaire. Il faut rappeler que c'est la réduction de la présence militaire française au Sahel qui est à l'origine de cette tension diplomatique entre les deux pays. Une réorganisation militaire derrière laquelle le gouvernement malien voit un abandon en plein vol. Nous en parlions tantôt, le nouveau sommet Afrique-France se tiendra à Montpellier ce vendredi. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial à Paris, Mohamed Ater Alidou, qui va nous parler de la particularité de ce sommet et de ses enjeux. Ater, comment est l'atmosphère? Quelle est la particularité de ce sommet? Par ce nouveau sommet Afrique-France qui se tiendra le vendredi à Montpellier. Donc déjà, Paris est pris d'assaut par les participants africains venus du continent pour assister à ce grand sommet et Afrique-France. Donc, parmi les acteurs, nous avons les acteurs de la société civile, nous avons des sportifs, nous avons des chercheurs, des étudiants. Et donc, un grand monde, nous avons aussi des opérateurs économiques, un grand monde est mobilisé ici à Paris, direction vendredi Montpellier pour le nouveau sommet Afrique-France. La particularité de ce sommet est que cette fois-ci, il n'y a pas de chef d'État, il n'y a pas d'autorité institutionnelle. Il sera donc exclusivement consacré à la jeunesse africaine, donc à la société civile africaine, parce que la France qui comprend aujourd'hui qu'il y a une nouvelle conscience citoyenne, que les jeunes Africains commencent à comprendre un peu les rapports France-Afrique et qui ont souvent un regard décomplexé des relations. Donc cette jeunesse africaine aujourd'hui qui donne de la voix, la France a compris ça et a décidé de discuter maintenant avec cette jeunesse africaine pour entendre ses préoccupations, qu'est-ce qu'elle attend de la France, parce qu'aujourd'hui, les Africains se prononcent sur l'ingérence de la France dans les affaires intérieures africaines, mais aussi la présence des militaires français sur le continent. Donc, il y a un enjeu géostratégique assez important et qui sera discuté, la question du terrorisme, la question de la sécurité dans le Sahel. Donc, toutes ces questions-là seront discutées à Montpellier. Donc, les participants sont retrouvés déjà à Paris pour des réunions préparatoires. Donc, parmi les grandes thématiques, on peut citer l'engagement citoyen, l'entrepreneuriat et l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche, la culture,
et le sport. Donc, ce sont des débats houleux qui sont attendus, mais aussi on parle de déclarations fortes, des annonces fortes. Et la jeunesse africaine est représentée par 12 jeunes du continent qui ont eu en amont à échanger et dialoguer sur quelques préoccupations du continent sous la direction du chercheur camerounais Achille Mbembe et vont poser directement des questions au président français Emmanuel Macron. Donc nous allons suivre tout ça pour nos téléspectateurs de Yoliba TV News. C'était notre envoyé spécial Mohamed Ater Alidou depuis Paris, avec qui nous parlions des particularités du sommet Afrique-France. Toujours dans le cadre du sommet Afrique-France qui se tient à Montpellier ce 8 octobre 2021. Cette année, il se déroule dans une condition particulière. Aucun chef d'État n'a été invité. Adama Sanogo nous en dit plus. Ils sont 11 jeunes composés d'Africains et Franco-Africains, acteurs du monde de l'entreprise et de la société civile, qui ont été conviés à venir ce 8 octobre 2021 à Montpellier pour partager leurs attentes et leurs propositions sur les questions qui lient l'Afrique à la France. À cet effet, Emmanuel Macron, le président français, n'a pas tardé à tweeter ainsi. Vous êtes les acteurs du changement. C'est vers vous que je me tourne pour écrire la nouvelle page de la relation entre l'Afrique et la France, avec exigence et sincérité. Merci pour nos échanges. Continuons d'écrire. Ceci étant déclaré, Montpellier optera donc pour le dialogue avec les acteurs de terrain, notamment les entrepreneurs, les artistes, les militants de la société civile. Motif uni pour le changement escompté, pour le bien-être de toutes les parties. Notons que depuis 1973, c'est une première fois que les chefs d'État n'ont pas été invités au sommet Afrique-France. Selon l'Élysée, c'est une rupture dans la méthode qui met en avant la présidence française à quelques jours de ce sommet. Une rupture pour mettre la France en phase avec les acteurs du changement en Afrique. Pour rappel, ce nouveau sommet Afrique-France a été préparé par des concertations ces derniers mois dans 12 pays d'Afrique, mais également au sein de la diaspora africaine en France. Toutefois, l'Élysée rassure qu'il ne sera pas un show, un événement sans lendemain, et espère que Montpellier sera un levier pour transformer la relation entre la France et l'Afrique. Cependant, le torchon continue toujours de brûler entre Bamako et Paris sur une collaboration future entre le Mali et le groupe russe Wagner. Le tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako a annulé les 2 assemblées générales organisées par les 2 camps opposés au sein du Conseil national du patronat du Mali. Un verdict qui met fin à un bras de fer judiciaire entre l'actuel et l'ancien président des patrons. Plus de détails dans cet élément signé Abdoulaye Koniba Konaté. Au sommet du Conseil national du patronat du Mali, un bicéphalisme régnait sur le fauteuil du président. En effet, un duel judiciaire avait opposé Mamadou Sissi Koulibaly, le président sortant, et Amadou Diadje Sankaré, le président élu à l'issue d'une assemblée générale. Ignorant l'élection de ce dernier, Mamadou Sissi Koulibaly, candidat à sa propre succession, avait organisé une autre assemblée qui conduira à sa réélection. Ainsi, 2 présidents s'affrontent pour un seul fauteuil. C'est le début d'une longue bataille judiciaire entre 2 poids lourds qui prétendent le siège du patron des patrons. Par médias interposés, des recours en justice, les 2 mastodontes de l'entrepreneuriat malien n'épargnent rien pour s'attaquer mutuellement. Par fini, le tribunal de première instance de la commune 4 met fin à ce clash de titans en annulant les assemblées générales organisées différemment par les 2 camps. Une décision censée résoudre le problème est loin d'être la solution car une partie a déjà fait appel. Comme annoncé dans les titres, la plateforme des habitants de la zone dite aéroportuaire a animé une conférence de presse ce mardi 5 octobre 2021 à Sénou. Objectif, attirer l'attention de l'opinion nationale sur la situation des victimes des démolitions de la zone dite aéroportuaire. Moussa Tembine pour le reportage. Les victimes de la démolition de la zone dite aéroportuaire attirent l'attention des autorités de la transition sur la lenteur de la procédure du suivi de leur dossier. Pour le porte-parole de la plateforme, la situation ne bouge pas. Nous avons convoqué la presse aujourd'hui pour enfin venir les édifier sur la situation actuelle de la zone dite aéroportuaire, notamment la situation des victimes des démolitions du 14 janvier 2021. Et malheureusement pour nous, nous étions obligés de vous faire appel pour venir vous faire part
de la situation actuelle qui s'avère que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de changement sur cette situation de la zone dite aéroportière telle que nous l'espérons. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans les démarches auprès des autorités et j'avoue que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de satisfaction dans nos démarches et nous sommes obligés de se tenir debout encore et de recommencer la lutte. La commission qui doit siéger sur la question tarde à être mise en place par le gouvernement. Les victimes le soupçonnent de gagner du temps pour ne pas faire face à ce problème. Pour parler de cette commission, c'est l'information de cette commission qui nous avait beaucoup soulagés à l'arrivée du gouvernement actuel, notamment le gouvernement piloté par le docteur Choguel Kokala Maïga. Il a annoncé la mise en place d'une commission qui va siéger sur la situation de la zone dite aéroportière pour édifier les gens et situer les responsabilités afin que ces victimes soient dans leurs droits. Jusqu'à aujourd'hui, à peu près 4 mois, nous n'avons pas encore vu cette mise en place-là dont nous attendons jusqu'à présent. La commission n'a pas été mise en place. Et nous avons même appris par d'autres sources, pas officielles, mais que le Premier ministre avait dit à des gens proches de lui que la commission sera mise en place et la commission bénéficiera encore de 3 mois de mandat avant de faire une proposition au gouvernement. Quant au gouvernement maintenant d'analyser encore la situation et voir comment est-ce qu'ils vont trancher pour que les gens puissent être dans leurs droits. Avec toutes ces informations-là, nous étions obligés de se tenir debout encore parce que ça n'a fait que casser cet espoir et cet espoir que nous avons placé sur ce gouvernement et nous pensons que cela peut être une manière pour eux de gagner du temps et faire reculer le problème afin de ne pas faire face à ce problème-là. La plateforme entend commencer à entreprendre des démarches et des manifestations si nécessaires dans les prochains jours afin de se faire entendre. L'Association des jeunes pour la citoyenneté active, AGICAD, organise une session de formation de renforcement de capacité de 1000 jeunes. Les participants sont issus des CLAC, Club d'action citoyenne, Aruna Salia Kone pour le reportage. Ils seront 1000 jeunes des clubs d'action citoyenne à recevoir une formation de renforcement des capacités sur les thématiques de la citoyenneté, de la gouvernance, de la démocratie et du leadership. Alors, ces formations vont permettre à nos leaders d'être renforcés et de pouvoir aider leur communauté, leurs communes et leur pays. Pour nous, le changement vient d'en bas. Les différentes thématiques de la session de formation intéressent les participants. Cette mise à niveau leur permettra de s'adapter aux défis actuels. Il y a eu des évolutions dans un certain nombre de choses, donc il faudrait obligatoirement faire une mise à jour pour essayer de mettre les gens qui doivent mener cette lutte, ce combat-là sur le terrain, être au même pied d'égalité, au même niveau d'information pour essayer de contrecarrer un peu les choses qui se passent de gauche à droite, qui ne répondent pas correctement aux règles établies. C'est d'avoir plus le maximum d'informations par rapport aux différentes thématiques qui sont dans le programme, que ce soit la gouvernance, l'État, la citoyenneté, le leadership. À travers cette formation, l'AGICAD compte faire de ces jeunes des citoyens actifs. C'est de pouvoir capaciter ces jeunes-là pour qu'eux-mêmes puissent devenir des acteurs de moteurs de changement dans leur localité pour impacter notre démocratie qu'on recherche tant et cette citoyenneté qu'on recherche tant. On veut que ces jeunes-là puissent devenir des citoyens actifs, pas des citoyens passifs. Il est à noter que ces 1000 jeunes viennent de 200 CLAC, les clubs d'action citoyenne. L'infographie du jour nous amène en Haute-Égypte. Luxor ou Luxor en arabe Al-Ouksour est une ville située sur la rive droite du Nil, en Haute-Égypte, située à environ 700 km au sud du Caire et à environ 300 km au nord d'Aswan. Selon le recensement de 2006, c'est à présent une ville de 429 000 habitants qui tous vivent directement ou indirectement du tourisme, ce qui la place au 9e rang des villes égyptiennes. Il s'agit de la cité antique de Thébès. Le site Luxor, avec plus de 4 millions de visiteurs par an, est l'un des endroits les plus touristiques de l'Égypte et constitue la partie sud de l'ancienne Thébès. Son temple relié à celui du Karnak par Indromo, longue allée bordée de sphinx, fut érigé au XIVe siècle avant Jésus-Christ sous le règne d'Amenhotep III. Il fut modifié par la suite par Ramsès II, qui ajouta notamment 6 statues monumentales et 2 obélisques, dont l'un offert à la France en 1831, orne depuis la place de la Concorde à Paris. À présent, l'actualité internationale avec Fanta Diarra.
Des pompiers luttent contre des feux de forêt à Caminaga, une ville de la province argentine de Córdoba. Aucun décès ou blessé n'a été signalé jusqu'à présent. Don Alfredo Banegas, habitant du village de Caminaga. Nous sommes en danger à cause de ce feu. Ce feu est dangereux et si le vent ne retombe pas, il va nous atteindre. Diogo Concha, chef de la garde civile de Córdoba. Cette région au nord de Córdoba, avec beaucoup de combustible, avec un climat très lourd, avec des montagnes toutes proches et avec beaucoup de palmiers, ce qui rend vraiment la tâche d'éteindre le feu de plus en plus difficile. Alfonso Mosquera, ministre de la Sécurité de Córdoba, se prononce. Nous travaillons de manière intensive avec plus de 457 personnes déployées, des unités mobiles avec des équipements forestiers pour travailler dans des endroits difficiles et nous continuerons à travailler de cette manière. Mais la météo joue décidément contre notre capacité à éteindre cet incendie. Sur ces images, on constate que des secouristes aident les habitants à traverser les rues inondées d'un village de la province du Henan en Chine, touché par de fortes pluies. Selon les médias d'État chinois, plus de 30 personnes ont été mises en sécurité par les pompiers. Dans le monde des professionnels de la santé, il y a une personne qui accompagne la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement. Elle est nommée sage-femme si elle est une dame et maïeuticien par l'OMS si il est un homme. Compte tenu de son importance dans le domaine sanitaire, Aminata Traoré s'est intéressée à ce corps, suivant son reportage avec Bakoro Bagnari. C'est de lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. On peut dire que dans notre pays, c'est la politique nationale du pays. Et pour lutter cette mortalité maternelle et néonatale, on peut dire que la sage-femme est sur le premier plan. La majeure du service gynéco-obstétrical du CHU Luxembourg nous fait part de la complémentarité qui règne entre eux et les gynécologues. La sage-femme doit détecter d'abord une grossesse à risque. Est-ce que cette femme-là porte une grossesse à risque ou non? Ça veut dire, est-ce que ça compromet sa vie ou bien la vie de l'enfant? Automatiquement, la sage-femme doit orienter cette femme-là sur un gynécologue. Vous allez voir déjà que ça va contribuer à l'éviter beaucoup de complications. La parturiente vient tout de suite, elle est sur le point d'accoucher, qu'il y ait une complication qui n'est pas gérable tout de suite. Avant que ça ne déborde, la sage-femme doit orienter encore sur un gynécologue de façon rapide pour lui sauver sa vie et la vie de l'enfant. Madame Jay donne son appréciation concernant les sages-femmes d'hier et celles d'aujourd'hui. Les sages-femmes qui sont en formation ont beaucoup plus d'avantages aujourd'hui. Mais les sages-femmes qui étaient formées avant, c'était la rigueur, c'était la discipline. Et toute base de formation, il faut cette rigueur et cette discipline. Il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de laisser aller. Surtout en matière de santé et surtout dans le domaine des métiers des sages-femmes. Il faut la discipline. Ça ne peut pas jouer sur le laisser aller. C'est la vie des individus. À ce titre, la majeure du service gynéco-obstétrical du CHU Luxembourg invite les autres sages-femmes à agir vite, en tout lieu et en toutes circonstances pour sauver les mères et leurs enfants. Blessés, Lassana Koulibaly, Yves Bissouma, Cheikh Doucouré et Kevin Lucien Zoï ne participeront pas à la double confrontation avec les Harambee Stars du Kenya. Amadou Tolo revient sur ces cas. Un mois après les deux premières journées, la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 débute aujourd'hui dans les zones Afrique avec les matchs du groupe I au Maroc, Soudan, Guinée-Bissau à Rabat. Les Aigles, eux, entrent en liste demain contre les Harambee Stars du Kenya qu'ils affronteront au stade Agadir. Le match se jouera à huis clos en raison des mesures strictes du gouvernement contre la COVID-19. Selon nos informations, les hommes du sélectionneur Mohamed Magasuba devaient effectuer leur première séance d'entraînement collectif ce mardi. Mais le groupe n'était pas au complet. Les joueurs blessés ont officiellement déclaré forfait, à savoir l'attaquant Kevin Lucien Zoï, les milieux de terrain Cheikh Doucouré, Yves Bissouma et Lassana Koulibaly. À part ces cas, le groupe est au grand complet à Agadir, dont les gardiens Djigui Diarra,
Young Africa Tanzanie, Mohamed Niaré, Stade malien de Bamako, les défenseurs Amari Traoré, Rennes, Falaye Sako, Victoria Guimares, Charles Traoré, Nantes en France, Massadio Aïdara, Lens en France, Mamadou Fofana, Amiens en France, Boubacar Kiki Kouyaté, Metz en France, Senou Koulibaly, Dijon en France, les milieux de terrain, Djadje Samasekou, Offenham en Allemagne, Mohamed Kamara, RB Salzbourg, Autriche, Amadou Aïdara, RB Leipzig en Allemagne, Aliou Dien, El Ali d'Égypte, Rominique Kwame Nguessan, 3 en France, Adama Traoré Dinos, Hatay Sport Turquie et les attaquants Adama Traoré Malouda, Sheriff Moldavie, Moussa Djenepo, Sanson en Angleterre, Lassine Sinayoko Auxerre en France, Moussa Doumbia Rennes en France, El Bilal Touré Rennes en France, Ibrahima Kone Salzbourg 8 Norvège, Mamadou Doucouré Nîmes France. Les gardiens Ismaël Diawara Malmove Suède et Ibrahima Bozo Munkoro, tout-puissant Mazembe du Congo, étaient attendus hier mardi alors que l'attaquant Khalifa Koulibaly de Nantes en France est arrivé ce matin. Après 2 journées de compétition, la sélection nationale du Mali est première avec 4 points, suivi du Kenya 2 points et l'Ouganda 2 unités aussi. Le Rwanda ferme la marche avec 1 point. Mali-Kenya, c'est ce jeudi 7 octobre au Maroc. Bonne chance aux nôtres. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.